Dans cette histoire, je voudrais illustrer la difficile pénétration de la logique formelle de Boole dans son propre pays. Ce n'est pas la première fois que je vous parle d'une avancée mathématique importante qui a pourtant mis une ou deux générations à s'imposer. Pensez à la même époque aux géométries non euclidiennes. Pourtant, Boole avait fait de son mieux. Ce livre, une recherche sur les lois de la pensée, est clair, progressif, illustré par de nombreux exemples. Si la mathématisation de la logique avait eu à l'époque l'importance qu'elle a pour nous, le livre de Boole se serait imposé comme best-seller partout où la logique était enseignée, c'est-à-dire dans toutes les universités du royaume. 1864 est l'année de la mort de Boole, 10 ans après la parution des lois de l'esprit. Jevons n'a pas encore 30 ans. Il a repris ses études après son retour d'Australie. Son objectif en écrivant ce livre de logique pure est de se faire reconnaître en tant que logicien pour obtenir un poste universitaire. Il annonce en sous-titre des remarques sur le système de Boole et sur la relation entre la logique et les mathématiques. On ne peut pas nier que le système de Boole soit consistant et intérieurement parfait. C'est peut-être un des plus merveilleux et admirables travaux de raisonnement jamais conçus. En effet, s'il est exact que la principale qualité d'un système est d'être raisonné et intérieurement cohérent, alors celui du professeur Boole est près d'être le système le plus parfait jamais produit par un seul auteur. Pourtant, Jevons voit suffisamment d'inconvénients au système de Boole pour proposer de lui substituer le sien. Mais il n'est tout de même pas vraiment confiant dans la méthode. Supposons que le calcul par les 0 et les 1 du professeur Boole s'avère n'avoir aucune force ni signification logique. Il resterait indéniable qu'il y a quelque chose de hautement remarquable, hautement mystérieux, dans le fait que des formules logiques puissent être transformées en formules numériques, et tout en étant traitées comme des nombres, conserver une vérité logique. Cela prouve une certaine identité entre les raisonnements logiques et numériques. La logique et les mathématiques ne sont pas indépendantes, et la clé de leur connexion semble résider dans les différents termes logiques qui forment les briques de base des mathématiques. Une certaine identité entre la logique et les mathématiques, certes, mais elle reste suffisamment vague pour laisser la place à plusieurs systèmes formels concurrents. Charles Peirce est considéré par certains comme un des plus grands logiciens de tous les temps et un des plus grands scientifiques américains du XIXe. On ne peut pas dire que son succès universitaire ait été à la hauteur de ses réalisations. Pourtant, le début des années 1880 est une période faste pour lui. Il a réussi à réunir à l'université Johns Hopkins de Baltimore un groupe de jeunes disciples. Les études de logique par des membres de l'université Johns Hopkins, parues en 1883, rassemblent les contributions de ses élèves. Je vous ai eu parlé d'Alan Marquand, le concurrent de Jevons dans la fabrication d'une machine logique. Je vous ai aussi présenté Christine Ladd, que Sylvester avait aidé à faire des études universitaires. Dans le volume de 1883, elle écrit cet article sur l'algèbre de la logique. Voyez comment il commence. Il existe 5 algèbres de logique, celles de Boole, Jevons, Schroeder, McColl et Peirce, parmi lesquelles les dernières sont toutes des modifications plus ou moins poussées de celles de Boole. Je propose d'en ajouter encore une. Elle ressemblera plus à celle de Schroeder qu'aux autres, mais elle en différera par l'usage d'une copule et aussi par la manière d'exprimer une conclusion. Il est possible que la multiplication des systèmes formels n'ait pas aidé à ce que la logique mathématique s'impose. Toujours est-il qu'en 1881,
la partie était encore loin d'être gagnée. C'est l'année de parution du livre de logique symbolique de John Venn. C'est dans ce livre qu'il décrit les diagrammes qui portent son nom. La page de titre porte deux citations latines. Celle de Leibniz dit que le propre des mathématiques est de démontrer des formes de raisonnement. L'autre citation est d'un philosophe allemand du début du XVIIIe siècle, Andreas Rüdiger. Elle résume la méfiance des philosophes opposés aux mathématiques. Prends garde que l'on ne t'impose la logique mathématique avec ses figures splendides et ses méandres algébriques qui ne font que répéter la vérité de leur invention. Cet Andreas Rüdiger est un représentant de ce qu'on pourrait appeler la logique anti-mathématique. Ils ont été nombreux jusqu'au XIXe et on ne peut même pas dire que c'était par ignorance. Écoutez avec quelle prudence Venn avance ses pions. Bien que les productions de Boole n'aient pas rencontré l'oubli dans lequel sont tombées celles de Lambert, ses admirateurs s'accorderont à dire qu'elles n'ont pas été encore appréciées et utilisées, comme elles le méritent. Je ne propose pas qu'elles soient intégrées au système courant, encore moins qu'elles le remplacent, mais on aurait pu espérer quelques tentatives plus sérieuses pour critiquer et exposer leur idée générale, leur sens et leur place dans la science de l'inférence. Le livre de Venn a connu une réédition en 1894. La différence entre les deux préfaces est frappante. Au moment où la première édition de ce travail a été écrite, il n'aurait pas été exagéré de dire que l'idée d'une logique symbolique apparaissait soit nouvelle, soit répugnante à tous les logiciens professionnels. Une certaine quantité d'explications et de justifications s'imposait donc, et elle ne semble plus aussi nécessaire maintenant. Qui étaient donc ces logiciens anti-mathématiques? C'étaient souvent des universitaires établis, titulaires de chaires prestigieuses à Oxford ou Cambridge. Celui-ci n'est pas le Keynes économiste auquel vous pensez, c'est son père. Il ne croit pas que le formalisme mathématique soit indispensable. Autant que je sache, cette partie constitue la première tentative systématique de traiter les raisonnements formels les plus compliqués sans l'aide des symboles mathématiques et sans abandonner la forme ordinaire des propositions. Je crois que l'on trouvera que les méthodes que j'ai formulées sont aussi faciles d'application et aussi certaines dans l'obtention des résultats que les méthodes mathématiques symboliques ou diagrammatiques de Boole, Jevons, Venn et les autres. Pour comparer deux méthodes, il convient de les confronter sur des exemples suffisamment complexes. Les exercices proposés par Keynes sont pour la plupart extraits de sujets d'examen posés par lui-même ou ses collègues. En voici un exemple. Il y eut une saison dans un certain hôtel en Suisse où tous les visiteurs étaient soit anglais, soit américains. Tous ceux qui sont partis en montagne étaient soit avocats, soit des universitaires anglais, soit des américaines célibataires. Aucun des avocats n'était une femme. Tous les avocats anglais étaient universitaires. Et cela continue encore pendant quelques propositions. Le but de l'exercice est de décrire le plus précisément possible chacune des catégories de visiteurs mentionnées dans l'énoncé. J'ignore ce que pensaient les étudiants de Keynes de ces exercices. L'enjeu de la concurrence entre logique mathématique et logique classique était aussi pédagogique, et tous les moyens étaient bons pour séduire. Comme dans cette logique imagée dont le sous-titre est « Une tentative pour populariser la science du raisonnement
par la combinaison d'images amusantes avec des exemples de raisonnement tirés de la vie courante. Oui, mettons. Regardez cette montagne syllogistique, censée illustrer la vieille ici, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme. Vous imaginez, comme moi, les étudiants débordant d'enthousiasme devant la dite montagne. Entre ce que vous venez de voir et Alice au pays des merveilles, le contraste est net. Je vous ai déjà parlé de Charles Dodson, alias Lewis Carroll, le plus célèbre mathématicien de tous les temps. Et je ne vous ai pas caché que ses mathématiques n'étaient pas ce qui lui avait valu sa célébrité. Pourtant, s'il y a un domaine dans lequel il a laissé une trace réelle, c'est la logique. Sa production en logique commence 20 ans après Alice. Mais il s'intéressait à la discipline et l'utilisait dans son enseignement depuis très longtemps. On en trouve les traces dans la suite des aventures d'Alice, de l'autre côté du miroir, paru en 1871. Au chapitre 4, Alice rencontre deux écoliers jumeaux, Tweedledee et Tweedledum, qui incarnent les mots d'une comptine. Je sais à quoi tu penses, dit Tweedledum, mais ce n'est pas du tout ça. Au contraire, continua Tweedledee, si cela avait été ça, ça se pourrait, et si c'était ça, ça le serait. Mais comme ce n'est pas ça, cela n'est pas. C'est ça la logique. Et sur quoi Alice change prudemment de sujet. 2 chapitres plus loin, Alice fait la connaissance de Humpty Dumpty, cet œuf humanoïde perché en équilibre instable sur un mur. Il est assez prétentieux et tient à ce qu'Alice utilise le mot juste. Je ne sais pas ce que vous entendez par gloire, dit Alice. Humpty Dumpty sourit avec mépris. Bien sûr que vous ne le savez pas, avant que je vous le dise. Je voulais dire, voilà bien un argument massu contre vous. Mais gloire ne signifie pas argument massu, objecta Alice. Quand j'utilise un mot, dit Humpty Dumpty d'un ton plutôt dédaigneux, il veut dire exactement ce que je choisis qu'il signifie, ni plus ni moins. La question, dit Alice, est de savoir si vous pouvez faire en sorte que les mots veuillent dire autant de choses différentes. Non seulement Dodson est un partisan convaincu de la logique mathématique, mais il a même inventé son propre système de représentation des propositions et il en a fait un jeu qui se joue avec des jetons roses ou gris. Il préfère le signer Lewis Carroll, comptant sur la célébrité d'Alice pour garantir sa diffusion. L'année précédente, il avait signé Dodson sa pièce de théâtre à la gloire d'Euclide. Il est d'ailleurs assez paradoxal qu'il se soit rangé dans le camp des conservateurs en géométrie, dans celui des réformateurs en logique. C'est qu'il y avait à Oxford un professeur de logique en titre, ouvertement anti-mathématique. Il s'appelait Cook Wilson. Les controverses entre Dodson et Wilson ont duré des années. Dodson a même publié l'une d'elles dans le magazine Mind en 1894. Il s'agit d'un paradoxe proposé par Dodson et les conclusions de Wilson s'opposaient aux siennes. Soit deux propositions A et B. On suppose premièrement que si C est vrai, alors si A est vrai, B est fausse. Deuxièmement, que si A est vrai, alors B est vrai. La question est-ce que C peut être vrai? Après avoir proposé une version plus attractive, sous forme de 3 compères, qui peuvent être soit dehors, soit dedans, Dodson remarque: cet exemple suggère plusieurs questions très intéressantes, telles que est-ce qu'une hypothétique dont la protasis est fausse peut être considérée comme légitime? Est-ce que deux hypothétiques de la forme si A alors B et si A alors non B sont compatibles? Vous l'avez compris, dans le langage de l'époque, une hypothétique était une implication. Que si A alors B
soit la même proposition que B ou non A, était encore bien mystérieux et sèchement refusé par les logiciens classiques, comme Cook Wilson. Reconnaissons-lui le fair-play d'avoir fini par avouer qu'il s'était trompé. La même année où ce paradoxe est paru dans Mind, Venn publie la seconde édition de sa logique symbolique. Il ne manque pas de faire référence à Dodson. Cet aspect particulier de la question sera probablement familier à quelques-uns de mes lecteurs à cause d'un problème récemment diffusé parmi les logiciens pour qu'ils comparent leurs opinions. Comme celui qui l'a proposé est mieux connu du lecteur en général dans une branche très différente de la littérature, je le nommerai le problème d'Alice. Venn explique le paradoxe, puis en donne la solution formelle. Dans ses notations, A bar désigne non A. On nous dit que A B bar égale 0 et C A B égale 0. Est-ce que C égale 0? Il y avait au départ 8 possibilités. Parmi elles, 2 sont écartées par la première proposition, à savoir A B bar C, A B bar C bar, et une par la seconde, à savoir ABC. Cela laisse 2 cas où C survit, à savoir A bar BC et A bar B bar C, ou plus simplement A bar C. Une innovation fondamentale apparaît dans ces quelques phrases. La table de vérité. Même si Venn ne les présente pas sous forme de table, il considère bien les 8 possibilités pour les 3 propositions, vraies ou fausses. Il aurait été sans doute bien surpris que nous trouvions cela important. Pour lui, c'était une simple traduction de ces diagrammes. 2 ans avant sa mort, Dodson publiait un manuel de logique destiné aux étudiants, toujours sous son célèbre pseudonyme. Je vais vous en proposer quelques extraits. On y retrouve l'humour et le sens de l'absurde d'Alice. Vous conviendrez avec moi que ces exercices avaient plus de chances d'amuser les débutants que ceux de Keynes. Tout d'abord, quelques propositions. Quelques fermiers râlent toujours sur le temps qu'il fait, quel qu'il soit. Aucun agneau n'est habitué à fumer des cigares. Heureux celui qui ne sait pas ce que mal dedans signifie. Et ce magnifique syllogisme, nettement plus en prise sur la modernité que la mort de Socrate, tous les chats comprennent le français. Quelques poulets sont des chats. Donc, quelques poulets comprennent le français. Que déduisez-vous des couples de propositions suivants? Rien d'intelligible ne me déroute jamais. La logique me déroute. Aucun pays qui a été exploré n'est infesté de dragons. Les pays inexplorés sont fascinants. Aucun homard n'est déraisonnable. Aucune créature raisonnable ne s'attend à des impossibilités. Les abstinents aiment le sucre. Aucun rossignol ne boit du vin. Voici ensuite quelques syllogismes. Sont-ils corrects? Tous les lions sont féroces. Certains lions ne boivent pas de café. Quelques créatures qui ne boivent pas de café ne sont pas féroces. Un homme prudent fuit les hyènes. Aucun banquier n'est imprudent. Aucun banquier ne manque de fuir les hyènes. Aucune grenouille n'est poétique. Quelques canards ne sont pas poétiques. Quelques canards ne sont pas des grenouilles. Les bébés sont illogiques. On ne méprise personne qui sait gérer un crocodile. Les personnes illogiques sont méprisées. Plus compliqué maintenant. Aucun chaton qui aime le poisson n'est inéducable. Aucun chaton sans queue ne jouera avec un gorille. Les chatons avec des moustaches aiment toujours le poisson.
Aucun chaton éducable n'a les yeux verts. Aucun chaton n'a de queue à moins d'avoir des moustaches. L'univers étant celui des chatons, les propriétés étant aimer le poisson, être éducable, jouer avec un gorille, etc., que déduisez-vous des prémices? Encore plus fort. Aucun requin ne doute d'être bien équipé. Un poisson incapable de danser un menuet est méprisable. Aucun poisson n'est tout à fait certain d'être bien équipé, à moins qu'il ait 3 rangées de dents. Tous les poissons, à part les requins, sont gentils avec les enfants. Aucun poisson lourd ne sait danser un menuet. Un poisson avec 3 rangées de dents ne doit pas être méprisé. Voici l'exemple 46, page 120 du même livre de Lewis Carroll. Je n'y ai presque rien changé. Si une vanne de fin me fait rire, vous pouvez être sûr que je l'ai comprise. Cette vanne de fin ne ressemble pas à celle que je sors d'habitude. Aucune vanne de fin habituelle ne me donne mal à la tête. Je ne comprends aucune vanne de fin qui ne ressemble pas à celle que je sors d'habitude. Je ne ris jamais à une vanne de fin qui me donne mal à la tête. Allez, à vous de jouer. Vous en déduisez quoi?